Ça fait quelques années que j'ai ma chaîne YouTube. Pour être franc, je suis certain que beaucoup des gens qui sont sur Internet aujourd'hui et qui grandissent avec leurs premiers réseaux sociaux n'étaient pas nés quand j'ai posté ma première vidéo. La plateforme a pas mal changé depuis ces dernières années. Ma première vidéo, elle date de 2014. J'étais lycéen et j'avais des potes qui faisaient des covers sur leur chaîne, donc je m'étais dit, j'ai envie de faire pareil. Maintenant, mon contenu principal, ça reste de faire des reviews et des critiques sur des œuvres de fiction, notamment jeux vidéo et animés. Les choses ont pas mal changé et même si je reviens parfois aux sources, j'avoue que j'ai pas mal changé aussi. Ce que je veux faire de ma chaîne, mes passions principales, comment je me perçois dans l'espace public aussi. Je suis plus tout à fait la même personne, je suis passé de ce petit lycéen qui a pas trop confiance en lui à cet adulte qui apprend encore à s'aimer. Et c'est avec tout ça en tête que pour cette vidéo bilan de l'année dernière, j'ai envie de faire quelque chose de nouveau. Salut à tous, c'est Socha et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouais, je sais pas si vous vous y attendez à celle-là parce que moi non. Je vais pas vous mentir, à la base je pensais jamais montrer ma tête sur YouTube. Clairement, le moi de 16 ans ne pensait pas faire ça parce que, on va pas se mentir, j'avais pas du tout confiance en moi et en mon corps. Mais les choses changent, Internet change et ma vision de moi-même a changé. Donc, vous avez ma petite tronche. Ma passion principale maintenant c'est le cosplay et forcément avec une passion pareille, je me montre beaucoup plus qu'avant. C'était qu'une question de temps pour que YouTube finisse par être une plateforme où je me montre aussi. Et quoi de mieux que la première vidéo de l'année pour ça? Alors en fait c'est pas la première vidéo de l'année parce que votre pote Socha ne sait pas du tout comment s'organiser et qu'il a pris du gros retard sur la vidéo Sakamoto Days. On dit tous bravo Socha. On continue la tradition annuelle, on parle des animés que j'ai vus pendant l'année 2025. Comme toujours, c'est une vidéo qui risque de spoiler. Je mettrai les différents timecodes en description pour que vous puissiez sauter les animés que vous voulez découvrir par vous-même. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de cette année? Bah, en vrai, c'est pas l'année de la découverte. Cette année, je me suis surtout concentré sur de la nouveauté. Les sorties qui étaient arrivées en cours d'année, et pour être franc, je me suis pas spécialement concentré sur des trucs déjà sortis qui attiraient ma curiosité. J'aimerais essayer de faire mieux pour l'année prochaine, histoire que ma liste d'animés à voir mais que je verrai pas s'allonge pas encore et encore. 2025, ça a surtout été son année à lui, là. En fin 2024, je m'étais promis une chose. Je rattrape One Piece. J'étais enfin arrivé à un stade de l'animé où je comprenais pourquoi tout le monde était vraiment à fond dessus. Et comme cet animé qui ne prend jamais de pause s'accordait enfin une pause en début 2025, je me suis dit que ce serait l'occasion parfaite pour tout rattraper et être à jour sur One Piece. C'est un gros défi que je me suis lancé là, et est-ce que je l'ai réussi? Malheureusement non. Bon, j'ai pas rien foutu. Pour être franc, j'ai quand même réussi à rattraper le plus gros et je suis certain qu'en 2026, j'aurai terminé mon rattrapage. Je veux y croire, hein. Dites-vous que j'ai commencé l'année en plein Amazon Lily et que j'ai fini l'année en commençant Wano. Alors ouais, Wano c'est un sacré monument, mais rien que d'avoir réussi à rattraper tout le reste, pour moi, ça relève de l'exploit et en vrai, je suis fier de cette avancée. J'avais prévu d'en parler dans un gros blog comme je fais d'habitude, mais je pense qu'avec tout ce qui doit être évoqué, c'est peut-être mieux que je parle de ce que j'ai pensé sur chaque arc que j'ai pu voir. Du coup, on commence avec la guerre au sommet. Quel arc? Vraiment? Quel arc? Je sais pas trop quel est le consensus dessus, sincèrement, je me demande si c'est pas un des arcs préférés des fans. Et franchement, je serais d'accord avec eux. L'arc Guerre au sommet, c'est l'arc qui cimente ce que sera One Piece ensuite. C'est l'arc qui présente un tas de personnages qui auront tous une importance majeure par la suite. C'est lui qui pose les bases de la génération terrible, des futures alliances que Luffy va former et plein d'autres éléments majeurs dans l'univers de One Piece. Et même en dehors de cet univers-là, je pense que c'est l'arc qui dit le plus clairement que One Piece est une œuvre politique. Vous serez peut-être pas d'accord avec moi, mais on a plusieurs personnages qui disent clairement que Luffy est la figure d'un monde nouveau, d'un monde qui va changer et qui ne peut plus rester celui qu'il a toujours été, n'en déplaise aux figures conservatrices qui veulent garder le statu quo tel qu'il est. Luffy, c'est une figure qui rassemble, qui crée des mouvements révolutionnaires autant dans son monde que dans le nôtre. Et je pense que pour beaucoup, One Piece est pas politique pour une raison simple. Luffy est cette figure révolutionnaire et progressiste, mais ne se présente jamais comme telle. C'est pas une présence comme Dragon qui dit clairement vouloir changer le monde par la révolution. Luffy, pendant tout cet arc-là, ce qu'il veut, c'est sauver Ace. Et c'est ça dans chaque arc au final. Ce sont ses propres convictions et ses valeurs qui le poussent à se battre contre ses ennemis. Il devient l'ami d'un membre d'un peuple opprimé, veut se battre pour lui et au final finit par se battre pour sauver l'entièreté d'un peuple. Je suis certain que si Luffy existait dans notre monde, il irait péter la gueule à Donald Trump après avoir rencontré une petite meuf trans noire qui a vu sa famille se faire déporter par la ICE. Et au-delà de toute la portée politique de l'œuvre à ce moment, c'est aussi un bon arc avec ses personnages. Je me suis surpris à apprécier Ivankov alors que je craignais une écriture désastreuse. Bonne Clé est clairement l'un des goths de cet arc, et les nouveaux personnages introduits sont aussi intrigants qu'intéressants. J'avoue que ça fait bizarre de voir tout un arc sans l'équipage du chapeau de paille, et qu'il finissait un peu par me manquer, mais j'ai jamais eu l'impression que leur absence rendait l'arc mauvais, loin de là. Bon, je sais de quoi vous voulez que je parle, vous voulez que je parle de la mort de Ace, et clairement, je dois avouer que je comprends qu'elle ait marqué des générations entières de fans de One Piece.
Piece. Perso, j'étais déjà au courant de sa mort, mais j'avoue que c'est le genre de scène qui secoue, et je suis certain que si j'avais regardé du haut de mes 14 ans, j'aurais sans doute pleuré. Sans parler de la mort de Barbe Blanche, qui est particulièrement présent dans cet arc et qui montre à quel point l'écriture marche pour nous attacher au personnage. On le connaissait pas tant que ça dans One Piece avant, c'était surtout une sorte de figure mystique lointaine, comme beaucoup de personnages de l'œuvre. Et c'est dans cet arc qu'il brille le plus, et qui nous montre tout son gigantesque potentiel. Clairement, sa mort aussi est émouvante, parce qu'on s'attache très vite à la figure paternelle qu'il représente pour Ace et l'entièreté de son équipage. Bref, un arc vraiment efficace qui a su relever les enjeux de l'œuvre et je comprends totalement pourquoi encore aujourd'hui Ace est un personnage aussi emblématique. L'arc suivant, celui des hommes poissons, c'était pas le plus passionnant pour ma part. En soi, je le vois surtout comme une sorte d'arc de réunion pour tout l'équipage, après tant d'années de séparation, et ça fait du bien de revoir tout le monde. J'avoue que, autant être franc, voir Robin, Zoro et Usopp avec une peau beaucoup plus claire m'a pas mal perturbé au début, et j'ai l'impression que ça m'a un peu empêché d'apprécier le nouveau design de Robin. Mais ça fait du bien de revoir tout le monde, de revoir comment tout le monde a évolué. Malgré tout, c'est un arc dont j'ai vraiment oublié les personnages et les détails. L'antagoniste m'a pas marqué, et même si Shirahoshi est mignonne, j'étais assez indifférent à son personnage. Très cool de revoir Jinbei cependant. Je l'aime bien et j'étais content d'en savoir plus sur lui. Je saurais pas dire ce que j'ai pensé de l'écriture des hommes poissons de manière générale. Je sais que l'allégorie sur l'esclavage et la ségrégation est considérée comme assez maladroite pour beaucoup de fans. Pour ma part, j'ai l'impression que c'est un peu une sorte d'introduction au public à ce genre de thème, pour qu'il puisse ensuite se renseigner dessus plus en profondeur et apprendre en se cultivant. Mais par contre, un truc qui m'a bien marqué sur cet arc, c'est à quel point je pouvais pas encadrer Sanji dedans. Je sais pas quelle est l'avis des femmes, mais ça y est, on souffle, on en a marre du trope du mec pervers obsédé par ce qu'il appelle le corps des vraies femmes. Genre, waouh, super, t'as pas vu de femme 6 depuis 2 ans, mon pauvre, t'as tellement dû souffrir. C'est si triste, Alexa joue Despacito. Au moins, on passe à l'arc suivant assez vite, et Punk Hazard, ça a été une vraie découverte pour moi. Avec mon rattrapage de One Piece et le temps que je mets pour le faire, c'est assez normal que je me fasse spoiler des événements d'histoire. On parle de trucs qui sont sortis il y a plus de 10 ans, je peux pas blâmer les gens d'en parler sur internet. Par contre, Punk Hazard, ça a été un arc assez surprenant dans le sens où je n'avais jamais vu le moindre spoil dessus. Je ne savais rien du tout. J'ai été dans une découverte totale et en vrai, je suis assez content. Très cool de pouvoir vraiment découvrir un arc sans rien savoir. Ça, c'est pas quelque chose que je pourrais dire souvent sur One Piece. Et en soi, je comprends pourquoi les gens en parlent pas tant que ça. Ça reste un arc très mid et c'est plus un arc introductif à ce que sera Dressrosa ensuite, comme l'a été Impel Down pour la guerre au sommet. C'est clairement pas l'arc qui m'a le plus marqué dans mon visionnage, mais en vrai, j'aime bien l'écriture du personnage de César et j'insiste sur l'écriture. Le personnage en lui-même, je le trouve insupportable et j'ai eu très envie de lui dire ta gueule à chaque fois qu'il était en train de rire parce que son rire est aussi insupportable que lui. Mais en vrai, j'aime bien l'idée que ce soit un antagoniste pur et dur. On cherche pas à faire de lui quelqu'un avec un passé tragique qui justifierait ses actions. Et en vrai, c'est quelque chose que j'aime bien. Un peu dommage que les arcs suivants passent leur temps à le ridiculiser. Au début, j'étais content qu'il ait la monnaie de sa pièce, mais après, je me suis rendu compte que c'était un peu dommage. Je suis content de voir Law, Smoker et Tashigi par contre. Les voir bosser ensemble avec Luffy, c'était assez cool. Et voir Smoker remettre en question la marine et ce en quoi il croit, bah c'était super intéressant. Mais comme je le disais plus tôt, Punk Hazard, c'était surtout une grosse introduction à Dressrosa et j'ai l'impression que cet arc était hyper long. Malgré tout, c'était pas un mauvais arc, loin de là. Mais j'ai l'impression que c'est l'arc qui m'a fait réaliser un peu la structure narrative de One Piece, comment chaque arc est toujours construit. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours une construction en 3 parties. Les personnages arrivent dans une nouvelle zone et se retrouvent séparés pour une raison X ou Y. Les personnages se retrouvent à devoir collaborer avec les habitants de cette zone et chacun bosse sur un plan avec leurs nouveaux alliés. Le plan est lancé, mais tout marche pas comme prévu et Luffy pète la gueule du grand méchant. Et je me suis rendu compte que souvent, ce qui fait que j'accroche à un arc, c'est la deuxième partie. Quand tous les enjeux sont mis en place, tous les personnages sont réunis et qu'il est temps de passer à l'attaque. Et clairement, dans cet arc, il y en a des personnages. Peut-être même un peu trop. Je sais pas comment expliquer, mais dans la guerre au sommet, ça m'a beaucoup moins dérangé. C'est un conflit armé après tout. Mais dans cet arc-là, j'ai eu l'impression qu'on introduisait beaucoup de gens un peu pour rien. Vraiment, c'est con, mais j'en ai rien à foutre de Cavendish et de son TDI mal écrit, parce que aucun shonen ne sait écrire ce genre de personnage, ou de Bartolomeo. Et encore, Bartolomeo, tu finis par t'y attacher. Et c'est d'autant plus frustrant quand on se rend compte qu'ils se battent à la place de personnages de l'équipage du chapeau de paille. Vraiment, je m'en fiche de voir Cavendish et Bartolomeo se battre contre random mec. Moi, ce que je veux voir, c'est Robin se battre. Et c'est un truc qui me frustre énormément. C'est que j'ai l'impression que Robin se bat jamais vraiment. Je demande pas à tous les persos d'être des Luffy, Zoro ou Sanji. L'idée de One Piece, ça reste que tout le monde ait sa propre fonction. Et en soi, je suis ok avec l'idée que Robin soit plus un perso de soutien qu'un gros tank. Mais sur cet arc, tous les membres du chapeau de pipe, mis au premier plan, ont un gros combat où ils peuvent briller. J'ai adoré voir comment Usopp se battait à sa manière. Et c'est bête, mais pour un perso que je détestais quand j'ai commencé One Piece, maintenant je commence à le trouver de plus en plus attachant et je comprends qu'il soit le personnage préféré de beaucoup de gens. Le combat de Franky était super cool aussi. On m'avait prévenu pour le perso en costume de bébé qui a une histoire tragique et en vrai ça marche bien même si j'étais vaguement au courant. Mais Robin, en comparaison, elle a rien et je trouve ça vraiment dommage qu'une œuvre aussi forte et importante que One Piece dans le paysage culturel ait une écriture
toujours aussi nul au niveau de ses personnages féminins. Et encore, j'ai pas parlé de Rebecca qui est super intéressante mais qui se fait vite acculer et qu'on nous vend comme une femme forte pour que au final, elle ait tout le temps besoin d'être sauvée. Et non, je n'ai pas encore parlé de son armure, parce que quel enfer! Malgré tout, ça reste un excellent arc, et clairement, Doflamingo reste un de mes antagonistes préférés de l'histoire. J'ai adoré suivre son passé avec Law et Corazon. Autant des fois j'ai eu l'impression que le combat contre lui traînait en longueur, mais je pense que c'est surtout parce que les scènes entre Luffy et Bellamy m'ont paru affreusement longues et inintéressantes. Parce qu'en soi, c'est pas un secret, ce qui fait que les arcs de One Piece sont longs, c'est surtout que le combat final de chaque arc traîne en longueur, et que quand tu penses que c'est fini, il y en a encore. Et encore, de mon côté, je regarde en rattrapant les épisodes. Je peux toujours en sauter certains si je trouve long. Mais pour ceux qui regardaient une semaine après l'autre, ça devait être bien insupportable. Et de ce que je sais, Doflamingo, c'est que le début de tout ça. Cet arc, c'est aussi un arc qui m'a fait me rendre compte que même si ça m'a pas tant dérangé de ne pas avoir l'équipage du chapeau de paille dans la guerre au sommet, j'avoue que ça m'a un peu manqué de pas l'avoir au complet à Dressrosa, de la même manière que ça m'a un peu manqué de pas l'avoir au complet dans l'arc Whole Cake Island. Bon, j'en arrive enfin à la fin de mon rattrapage sur One Piece de 2025. Je pense que ceux que ça intéresse absolument pas vont se dire que c'est chiant ou alors ils ont sauté à un autre timecode. Bref, j'espère que ça n'a pas été trop long pour tout le monde, mais vous en faites pas, on arrive à la fin. Whole Cake Island, c'est l'arc qui m'a fait réaliser à quel point Oda se permet de faire un peu ce qu'il veut au niveau des arcs. Il a introduit très tôt que le monde de One Piece était vaste, et en vrai j'arrive à croire qu'on puisse passer d'un pays aux arènes romaines, à une île remplie d'humains animaux, à une zone avec une vibe très Alice au pays des merveilles. Je parle pas trop de Zo parce que, en vrai pour moi c'est pas un arc hyper marquant, il est là pour introduire des personnages et des concepts. Clairement on en avait besoin pour plonger dans Whole Cake Island, mais il est pas passionnant pour autant. Genre ouais, il présente Carotte et Pedro, mais je m'y suis pas spécialement attachée à ces personnages. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis pas spécialement sentie émue à la mort de Pedro. Genre, ouais, c'était émouvant, mais pas du genre à remuer les tripes comme peut l'avoir fait la mort de Ace, au point qu'à plusieurs moments, je me suis dit, il est pas mort pas parce que j'étais dans le déni, mais parce que je me suis dit que s'il était vraiment mort, ça aurait eu plus d'impact dans la narration. Malgré tout, c'était un super arc. Je pense que je préfère Dressrosa, mais j'aime énormément ce qui a été fait dans cet arc-là, notamment parce que Sanji arrête enfin d'être chiant. J'en ai parlé un peu plus tôt du fait que j'avais beaucoup de mal avec Sanji, et clairement, heureusement que cet arc vient rattraper le coup parce qu'il tombe un peu comme un coup de théâtre. On pense connaître l'histoire de notre Custo, mais au final, on en apprend beaucoup plus et on se rend compte que c'est bien plus sombre. Et même au-delà de ça, j'ai eu l'impression de découvrir un autre personnage bien plus attachant. Sanji, c'est un personnage porté par ses valeurs et sa volonté de protéger les autres. C'est quelqu'un qui a un esprit très chevaleresque, galant, et qui voit le bien chez des gens qui le méritent peut-être pas. Et c'est ça que j'aime chez Sanji. C'est ça que les fans aiment de manière générale. Et c'est dommage que tout ça soit enterré sous des couches de dragueur pervers qui veut plonger sa dette entre les dessins à la moindre occasion. Vraiment, le Sanji de cet arc, je l'aime beaucoup. Mais je sens venir d'avance que ce qu'on a vu là sera pas aussi présent dans les arcs suivants. Et ça me saoule déjà d'avance. Parce qu'en soi, l'écriture de sa relation avec Pudding est hyper intéressante. Le personnage de Pudding aussi est hyper intéressant comme figure grise qui gravite autour de lui. Et j'ai même pas parlé de Big Mom elle-même. J'aime bien comment elle en impose et à quel point elle est impressionnante d'une autre manière que peut l'être Doflamingo. Elle est manipulatrice et ne tient aux gens que s'ils peuvent lui permettre d'arriver à ses fins. À partir du moment où tu lui es plus utile pour ses plans, tu dégages. Et je trouve ça aussi intéressant qu'en soi, elle ne se fasse pas vaincre. On est habitué à ce que Luffy batte le grand méchant de chaque arc à chaque fois, mais c'est pas le cas. On nous donne envie de revoir le retour de Big Mom bien assez vite pour voir une nouvelle attaque de notre chapeau de paille préféré. J'ai l'impression d'avoir beaucoup moins de choses à dire que sur Dressrosa, mais l'arc reste vraiment bon. Je sais pas trop ce que les fans en ont pensé de leur côté. J'ai déjà commencé Wano, mais clairement, j'ai pas vu assez d'épisodes pour me faire un avis sur l'arc, surtout que ça m'a l'air d'être un sacré colosse en termes d'arc. On se retrouve l'année prochaine dans le récapitulatif de 2026 pour savoir ce que j'en ai pensé et surtout si j'ai réussi à tout rattraper. Parce qu'en soi, la raison principale pour laquelle j'ai pris du retard dans mon rattrapage de One Piece, elle est simple. Ma meilleure amie m'a parlé de son hyperfixation du moment et m'a convaincue d'aller regarder ça. Et en soi, c'était pas bien compliqué de me convaincre, parce que son hyperfixation de ce début d'année, qui a fini par être la mienne, c'était Pokémon Horizon. J'en ai parlé plus en détail dans une autre vidéo de la nouvelle série principale de Pokémon, suivant les aventures de Liko et des électrocleurs volants. J'en avais dit beaucoup de bien, considérant que la série est même meilleure que celle de Sacha. Au moment où j'ai commencé, la série finissait sa première partie, et entre-temps, on a eu une ellipse d'un an dans la narration. Une nouvelle partie a commencé, et comment dire ? Bah, c'était vraiment pas dingue. Je sais pas ce qui s'est passé entre les deux arcs, mais on est beaucoup à avoir eu l'impression que l'arc Méga Voltage était vraiment moyen. Et en soi, je suis assez d'accord. Je regardais pas les épisodes avec autant de hâte que les précédents. Alors c'est pas un arc à jeter, les 2 épisodes où il retrouve Orla sont excellents et traitent de sujets super intéressants. Mais je pense que ce qui m'a le plus énervé, c'est l'écriture de Dot. C'est mon personnage préféré, et là j'ai eu l'impression qu'elle était juste réduite à être la petite meuf hypnotisée qui ramasse les pièces de son Mordu d'or. Et c'est tout, rien d'autre. Et c'était super énervant. Ce qui me plaisait chez Dot, c'est que c'est un personnage
personnage timide et renfermé qui apprend à s'ouvrir grâce à un personnage timide et craintif comme Liko. L'évolution de l'une influence sur l'évolution de l'autre. Mais dans cette nouvelle arc, on n'a rien eu de tout ça. J'ai eu l'impression qu'ils ont voulu reproduire ce schéma sur Roy et le nouveau personnage présenté, Hult. Roy a pris en maturité et influe sur un personnage plus immature. Et ça aurait pu marcher si Hult était pas insupportable. Vraiment, je le trouve hyper chiant et je trouve que je suis pas le seul. Mais l'anime insiste pour faire de lui un personnage principal comme si c'était un personnage important alors que ça marche pas. Vraiment, sur les épisodes, j'ai eu l'impression qu'il devenait plus important narrativement que Dot et ça m'a saoulé. Sans parler de la séparation du groupe qu'on a au tout début. J'aime bien que ce soit les jeunes pleins d'espoir qui motivent les adultes à croire en leur avenir en tant qu'électacleurs volants. Mais il y a des trucs qui me bloquent. Le premier, c'est qu'aucun épisode n'est consacré à Ludlow, contrairement aux autres adultes. Et je trouve ça hyper dommage parce que lui aussi méritait d'avoir quelque chose comme les autres personnages. Je sais que c'est un personnage très secondaire dans l'équipage, mais je me dis que si on a fait des épisodes centrés sur lui, c'est dommage de pas en faire un sur son retour. Et le deuxième truc qui me bloque, c'est qu'à partir du moment où ils se retrouvent tous, il y a aucun épisode où ils sont un minimum important. Ils sont tous réunis à l'épisode 100, j'en suis à l'épisode 123, on a eu le temps de passer d'un petit arc à l'autre et il y a rien. Bah tiens, parlons-en de ce petit arc parce qu'il y a des choses à dire. Déjà, je vais pas vous mentir, j'avoue qu'il m'a surpris sur un détail. Les personnages principaux vont à l'Académie Myrtille, l'école qu'on a vue dans le DLC de Pokémon Écarlate et Violet. Et quand ces épisodes sont sortis, on en était en plein la période de sortie de Pokémon Legend Zelda. Et c'est con, mais c'est hyper cool comme parti pris de pas faire la série uniquement par rapport aux événements des jeux. Alors oui, le fait que Roy est un méga Lucario, que Hult est un méga Tenefix et un méga Dracolos, et qu'on ait un troisième personnage qui lui aussi a une méga évolution apparue dans Pokémon Legend Zelda, c'est pas un hasard. Mais j'aime bien l'idée qu'on passe pas notre temps à Kalos et qu'on rencontre pas les personnages du jeu. Même si j'aurais beaucoup aimé voir Corvo parce que je suis un homme très normal quand il s'agit de ce personnage. Mais même si je trouve ça cool que Pokémon Horizon se détache des jeux sortis, il y a un truc que j'ai trouvé moins cool, c'est qu'ils ont parfois l'occasion de faire des liens hyper intéressants avec le jeu, mais qu'ils n'en font pas. Pokémon Horizon, c'est quand même l'anime qui a Terrapagos comme Pokémon central de son intrigue. Les personnages vont à l'Académie Myrtille, où Cassis et Rosei, qui se sont retrouvés liés à Terrapagos dans les jeux, étudient. Les personnages de Horizon interagissent même avec Rosei, mais il n'y a rien qui évoque le lien entre Cassis et Terrapagos. On a un plan de quelques secondes sur Cassis, et c'est tout. On avait déjà eu ça avec Pepper, mais même si je trouvais ça dommage qu'il apparaisse pas plus longtemps, je me disais que c'était pas grave parce que le scénario de l'anime se rapprochait pas tant que ça de son histoire à lui. Alors que pour Cassis et Papo Gogo, il y avait énormément de choses à faire et c'est vraiment un acte manqué nul. Tout n'est pas à jeter pour autant dans cette nouvelle partie de Horizon. Un truc que je reprochais beaucoup à la première partie, c'était l'absence de Pokémon secondaires des personnages principaux. Et j'ai l'impression qu'ils ont bien rattrapé le tir, notamment chez les Pokémon de Roy. Quand j'ai vu que Cap voyageait à ses côtés et que Lucario se joignait à l'équipe, j'ai eu peur que Crocodile et Fulgurelero deviennent hyper secondaires, mais au final, ils restent pas mal présents et Fulgurelero a beaucoup plus d'apparitions. J'attends d'en voir un peu plus sur Pokémon Horizon parce que je veux croire en son potentiel et en le fait que ça puisse s'améliorer, mais quand même, ça a été un peu décevant et c'est dommage. Après deux gros mastodontes, on passe à des choses un peu plus courtes. L'arc Brydon de Link Click. Que dire à part que je suis toujours à fond dessus. On sent que c'était clairement un arc de transition entre la saison 2 et la saison 3. Il est surtout là pour présenter Chiafei et Vayne et clairement les nouveaux personnages sont super intéressants. Un peu dommage qu'on n'ait pas vu Xiaoling plus que ça, mais en vrai elle a été incroyable dans le premier épisode, alors ça pardonne. Premier épisode que j'ai adoré, je sens que je me suis pas mal identifiée à la petite artiste qui rencontre nos personnages principaux et qui veut se trouver sa place dans l'art. Je sens que cet épisode ça a été mon préféré de la saison, même s'il sert surtout d'introduction à ce qui se passera par la suite. J'aime aussi beaucoup le parallèle entre Xian Shaoxi qui est au courant de rien et Lu Gang qui se méfie du premier venu parce qu'il sait que ce que l'existence de la personne implique. On est dans la confidence avec Lu Gang et on a attend de voir si on a raison de faire confiance à cet inconnu qui profite clairement que Xian Shaoxi ne parle pas un mot d'anglais pour lui dire qu'il a l'air délicieux. Et en vrai, même si j'ai beaucoup aimé et que c'est toujours un plaisir de suivre notre duo, j'ai trouvé un peu court ces épisodes seulement. Mais bon, je suppose qu'on va attendre la saison 3 pour la suite. En attendant une saison 3, on regarde la deuxième partie d'une saison 1, celle de Blue Box. J'en avais parlé l'année dernière de cet animé mêlant sport et romance, que j'avais trouvé très sympa. La première partie avait commencé à être diffusée en fin d'année 2025 et j'avais envie d'en voir plus. De base, je suis pas spécialement un gros fan de romance, j'aime bien en voir, mais en général, c'est pas l'hétéro qui me plaît le plus. Et même au-delà de ça, j'ai besoin d'avoir un autre thème derrière. C'est pour ça que j'aime bien les Danmei au final. T'as un mélange de romance et de fantastique qui est assez efficace. Mais là, sur cette deuxième partie de Blue Box, j'ai eu l'impression que le sport c'était un prétexte et que la romance prenait surtout le dessus. Ce qui en soi peut ne pas être un problème si on nous ressort pas les mêmes clichés de fiction qu'on a vu 1000 fois. Une grosse partie de la deuxième partie de l'animé est centrée sur la pièce de théâtre de la classe où Ina doit jouer Blanche-Neige. Et comme par hasard, l'acteur qui joue le prince est malade et du coup c'est Taiki qui doit jouer le prince à sa place. Et du coup c'est un peu bizarre parce que Ina a des sentiments pour Taiki. Dans une autre scène, les personnages principaux sont au camp d'entraînement pour leurs disciplines respectives et ils font une soirée action ou vérité. Un épisode se finit sur une action qu'on donne à Taiki qui doit choisir la fille qui lui plaît le plus et t'as un cliffhanger
parce que tu sais pas s'il va choisir Ina ou Shinatsu, et t'attends une semaine pour savoir ça, pour qu'au final, son pote lui sauve la mise, et fait genre que c'est lui que Taiki a choisi, et ils doivent arrêter le jeu parce que leur prof leur demande d'aller dormir, et bordel, on souffle. Vraiment, si je veux voir une longue romance cliché, je vais sur AO3, je tape Karasuba Corbo / Kyoya Paxton, Rated Explicit, College AU Earth Comfort, Mutual Peeling, Love Triangles, Inappropriate Use of Pokémon Attack, Feeling Realization, Transmail Character, Angst with a Happy Ending, No Beta with Die Like Easy, et je viens de capter qu'il y en a qui ont quitté la vidéo parce qu'ils ne captent pas du tout de quoi je parle. Plus sérieusement, je me demande si Blue Box partie 2, ça n'a pas été ma grosse déception de ce début d'année. Heureusement que Ina sauve un peu tout, parce que clairement c'était fade. Toujours fascinant de voir qu'elle est clairement plus intéressante à suivre que Shinatsu, alors que c'est pas elle la love interest principale. J'ai envie de croire que les choses vont s'améliorer dans l'écriture, mais ouais, ça m'a paru assez décevant. Par contre, si on doit parler d'animé qui a pas du tout été décevant, on a eu la saison 2 des Carnets de l'apothicaire. C'est marrant, mais en vrai mes souvenirs sont assez vagues de cette saison. Malgré tout, je me souviens avoir passé un super moment devant, et clairement s'il y a un personnage qui porte la saison sur ses épaules, c'est Shisui. Je vais pas en dire trop parce que je pense que c'est plus intéressant de la découvrir que de se faire spoil, mais j'ai adoré la suivre et voir ce qu'elle avait derrière la tête. Ses interactions avec Mao Mao sont hyper intéressantes, et même si parfois j'ai du mal à suivre toutes les informations données, c'était hyper cool de voir les mystères se dérouler et voir les révélations que ça amène. J'avoue que parfois le côté je me mêle pas des affaires des autres de Mao Mao me frustre un peu, mais en vrai je comprends pourquoi on a ça. C'est beaucoup plus dans le personnage de pas vouloir se mêler des affaires des autres, mais de s'y retrouver quand même par la force du destin. J'ai toujours du mal avec la relation Jinshi Mao Mao, et même si j'ai l'impression qu'elle m'a moins bloquée que dans la première saison, je peux pas m'empêcher de me sentir mal à l'aise quant à l'ascendant qu'il a sur elle. Je sais que ça va pas en s'arrangeant, mais bon, on va essayer de supporter tout ça comme on peut, hein. Sur ce début de vidéo, je parle pas mal de suite, mais en début d'année, j'ai quand même regardé de la nouveauté avec Sakamoto Days. Bon, si j'ai pas fait n'importe quoi sur la sortie de mes vidéos, ma dernière critique sortie, c'était celle sur cet animé. Petit rappel des faits, on suit un ancien assassin légendaire qui a sa petite vie de famille tranquille et qui a laissé la vie de criminel derrière lui, mais dont l'ancienne vie finit par le rattraper. J'ai pas grand chose à rajouter de plus que ce que j'ai déjà dit dans cette vidéo. C'est sympa, le concept est bon, mais beaucoup de choses sont très banales, assez classiques, et graphiquement ça casse pas trois pattes à un canard. Vraiment, j'ai pas été transcendée. Je continue à penser qu'il y a un potentiel derrière, et que ce potentiel, je le vois pas du tout. Je veux dire, si j'ai fait un cosplay de Mafuyu, et que je suis ravie de faire du cosplay de cet univers, pour rejoindre des potes qui en font, c'est pas pour rien. Je sens que je continuerai à regarder à l'avenir, même si je sauterai pas dans le beurre la tête la première. Je serais ravie d'en discuter en commentaire en vrai. Je continue à penser que je passe à côté de quelque chose, et que ce quelque chose m'empêche de regarder avec autant de passion que les fans. Peut-être que je le lirai, je verrai ce que je décide de faire à l'avenir. J'ai pas encore décidé à ce niveau-là. Si on oublie One Piece et Pokémon Horizon qui ont été présents tout au long de l'année, les animés que je vous ai listés là, c'était des animés dont la première saison est sortie entre janvier et mars. Maintenant, on passe aux animés du printemps 2025, et pour ça, on commence par Rock is the Lady's Modesty. Avec cet animé, on part sur l'histoire de Lilisa. Lilisa, c'est une lycéenne modèle d'une académie de haute société, et ce depuis que sa mère s'est remariée avec un homme richissime. Elle est populaire et tout le monde aime son attitude sage et polie. Mais en réalité, c'est une façade qu'elle se force à avoir, et elle, ce qui lui plaît le plus, c'est le rock, notamment la guitare. C'est là qu'elle rencontre Otora, la fille la plus populaire de l'école, qui elle aussi a cette façade de fille parfaite, mais qui passe ses journées à se défouler à la batterie. Elle décide de monter un groupe secret ensemble et sont vite rejoints par deux autres filles. Plutôt bonne surprise cet animé, j'ai beaucoup d'affection pour les animés musicaux de base, et franchement, je pense que je suis bien tombée avec celui-ci. J'aime beaucoup comment chaque personnage a sa propre façade qui s'effondre dès que le groupe est sur scène pour mieux se libérer. Le parti pris de faire un groupe de musique sans chant est assez intéressant aussi, que ce soit dans l'univers de l'animé ou dans le genre de l'animé musical. J'ai l'impression que c'est pas si fréquent, et c'est quelque chose que j'aime bien voir au final. Malgré tout, je trouve ça dommage que la première saison soit si courte. J'ai eu la sensation que beaucoup de choses s'enchaînaient un peu trop rapidement et qu'on n'a pas vraiment eu le temps de bien les exploiter. Ah, et je préfère aborder le sujet de suite si malgré tout l'animé vous intéresse, c'est bourré de fanservice. J'ai l'impression que l'auteur interprète le fait de se libérer d'une société trop stricte avec la musique comme une sorte de libération sexuelle. Et en soi, l'idée est pas mauvaise, on comprend le message et il passe bien. Mais le souci que j'ai, c'est que ce fanservice intervient aussi dans des moments qui n'ont pas de rapport. Genre vraiment, ça raconte quoi le fait que Tina ait des dessins si gros qu'elle n'arrive pas à voir le clavier sur lequel elle est censée jouer? Oui, c'est une vraie scène. Bah pas grand chose. Et pour apprécier Rock is the Lady's Modesty, il faut souvent passer outre ces scènes de fanservice souvent assez lourdes. Dans un autre genre d'ambiance, on a eu la nouvelle saison de Black Butler. J'avais déjà beaucoup aimé le retour de l'animé l'année dernière avec l'arc de l'académie, mais clairement j'ai passé un bien meilleur moment sur l'arc de la sorcière. C'est le genre d'arc qui te donne envie d'en voir chaque épisode chaque semaine. J'avais l'impression qu'il passait hyper vite tellement ils étaient bien. On se plaît à suivre l'enquête,
tête à se demander s'il y a vraiment des loups-garous ou si ça cache quelque chose d'autre. Le personnage de Sieglinde est super intéressant. J'aime bien le parallèle entre elle et Ciel qui sont assez proches en âge, mais qui ont des responsabilités bien trop lourdes qui les obligent à avoir une certaine maturité. C'est un arc où ils se retrouvent tous les deux à être assez vulnérables. Et j'aime beaucoup comment Ciel, qui dépasse ses propres vulnérabilités, arrive à être un point de repère pour une Sieglinde qui se demande de quoi sera faite sa vie. Sans parler de l'ending, je sais pas trop comment expliquer, mais je suis certain que c'est un des meilleurs endings qu'on ait eu en 2025 en termes d'animé, sauf si je passe à côté d'une musique incroyable que j'ai pas vue. Puisque le printemps c'était un mois à Shonen, on a eu la première saison de My Hero Academia Vigilante. Je parlerai de la saison finale de My Hero Academia un peu plus tard vu qu'elle est sortie en fin d'année. La série principale se termine, mais au moins on a le spin-off pour les fans qui aiment l'univers. Il parle de quoi ce spin-off? En gros, on suit Koichi, un étudiant un peu paumé dans sa vie qui rêvait de devenir héros, mais qui, contrairement à Deku, a pas eu All Might sur sa route. Par le hasard des choses, il se retrouve à être un justicier la nuit, une sorte de héros sans permis d'exercer qui vient en aide à la population au moment où une drogue étrange finit par être introduite dans la population. Je vais pas y aller par quatre chemins, j'ai trouvé ça hyper moyen. Bon, tout n'est pas à jeter dedans. J'aime beaucoup l'opening, en même temps, Kochi no Kento, et en termes d'animation, c'est assez sympa. J'ai l'impression que ça tente de se rapprocher un peu plus d'un style comics, et ça marche bien avec l'ambiance de My Hero Academia. Le concept du héros de quartier qui vient en aide à la population est aussi très sympa à suivre. C'est sympa de revoir ce côté-là des héros. J'ai aussi l'impression que même si ça se passe dans le même univers que la série originale, le spin-off abuse pas trop sur le fanservice des personnages originaux. On a effectivement des références et des présences de héros qu'on connaît, mais c'est jamais trop. Une de ces apparitions que j'ai beaucoup aimée, c'est celle du frère de Ida. On l'a mentionné dans la série principale, on sait que c'est un grand héros et qu'il est apprécié, mais on n'a jamais vu son frère à l'action. Et c'est cool que le spin-off lui donne enfin cette occasion de briller. C'est d'autant plus intéressant de le voir quand on sait ce qui lui arrive dans la série principale. Sincèrement, sa présence était très cool à avoir. Mais en soi, le côté tranche de vie dans l'univers My Hero Academia, il me plairait si on suivait des personnages sympas qu'on aime bien. Sauf que là, c'est pas le cas, et pour être franc, on se fait un peu chier. Koichi et Pop sont pas hyper intéressants à suivre, ils sont hyper prévisibles comme personnages entre le mec maladroit sympa et la petite tsundere qui est hyper lourde à pas admettre ses sentiments. J'ai l'impression que l'histoire veut nous amener à une romance entre les deux et on va pas se mentir, j'ai grave la flemme de voir une romance entre un étudiant de 19 ans et une lycéenne de 15 piges. Encore plus dans l'animé où Makoto existe, qu'elle est mignonne et qu'elle est surtout majeure elle. En dehors de ça, j'ai aussi eu du mal avec la première saison parce qu'on m'a vendu ce spin-off comme la version mature de la série originale. Et clairement, je cherche encore où est le côté mature. J'en suis qu'au début, alors je suis peut-être mauvaise langue, mais ouais, j'ai eu l'impression qu'il y avait vraiment cette espèce de message à la drogue, c'est pas bien, mais mal exécuté. Alors oui, il y a des trucs hyper intéressants, comme le passé de Oguro, que j'ai bien aimé voir, mais ça allait beaucoup trop vite pour une narration qui aurait dû prendre un peu plus son temps à ce niveau-là. Au moment où j'écris ces lignes, la deuxième saison est en cours de diffusion. J'attends encore de voir ce que ça va donner. On a terminé avec les animés que j'ai vus sur la première partie de 2025. Là, on passe à la deuxième partie de l'année, et comme en janvier, ma meilleure amie m'a fait regarder une de ses hyperfixations du moment, et il est donc temps de parler de Malgo. Pour résumer, Malgo, c'est une des séries de la franchise Bang Dream, une franchise musicale où chaque série suit un nouveau groupe de musique et les épreuves qui l'affrontent. Dans cette série-là, on suit Anon qui arrive dans un nouveau lycée et a l'espoir de former un groupe de musique où elle serait la guitariste. Elle rencontre la timide Tomori et décide de faire un groupe de musique avec elle, mais ça implique de replonger dans le passé de Tomori et les blessures qu'elle porte depuis la fin de son ancien groupe de musique, Cry Chic. C'est pas la première série de l'univers Bang Dream, mais c'est la première que je découvre et clairement c'est une super bonne surprise. On voit que les épreuves du passé avec les anciennes membres de Cry Chic et les empêchent de correctement avancer. Les personnages sont super attachants et leur écriture est plutôt bonne. À part peut-être Rana qui fait très comic relief et Taki qui manque de développement par rapport aux autres, j'ai eu l'impression que tout le monde a droit à un moment où on voit la complexité de son personnage, notamment Soyo. Musicalement aussi c'est très plaisant, il y a quelque chose dans la voix de Tomori que j'adore entendre. Elle est timide et on le sent à sa manière de chanter, mais on la voit petit à petit s'affirmer sur scène et ça donne des chansons très puissantes. Je parle de toi Utako Toba, je deviens fou. Bref, Malgo est une excellente surprise, mais si j'ai regardé Malgo, c'est surtout parce qu'il fallait que je voie la série pour comprendre sa suite que j'ai regardé juste après Ave Mujika. Cette série-là, elle se déroule juste après les événements de Malgo. Et en vrai, on pourrait même dire que l'épisode final de Malgo est l'épisode 0 de Ave Mojika. Cette fois, on se concentre sur Sakiko, l'ancienne chef de Cry Chic. On l'a vu plusieurs fois dans Malgo être en proie à ses sentiments quant à son ancien groupe et ses membres, notamment Tomori. Mais maintenant, les choses vont changer pour elle puisqu'elle décide de fonder un groupe en compagnie de plusieurs filles de son entourage. Un groupe nommé Ave Mujika qui mêle performance théâtrale, masquée et musique de rock. Sauf que quand l'une des membres décide d'aller à l'encontre des plans de Sakiko lors de leur premier concert, les choses commencent à sévèrement mal tourner pour Ave Mujika. Et comment dire? Je dis pas qu'on est sur un deux salles, deux ambiances, mais c'est clairement le cas. Ave Mujika, t'as pas l'impression que c'est une série Bang Dream parce que les personnages sont tous tarés. Aucun ne va bien mentalement et elles sont toutes hyper fucked up. Je crois que la série est taguée en horreur psychologique sur les styles
sur les sites de streaming, et clairement ça mérite son appellation parce que personne n'est heureux là-dedans et que ça s'enfonce pour la santé mentale de tout le monde. Clairement, je plaisante pas, les filles d'Ave Mujica, elles collectionnent les maladies mentales comme elles collectionnent les chansons qui sont incroyables. Pour vous donner un ordre d'idée sur le changement d'ambiance, dites-vous que ça c'est un clip de Mygo. Et ça c'est un clip de Ave Mujica. Bref, c'est une série intense et il faut s'accrocher, mais une fois qu'on s'y accroche, c'est vraiment une très bonne série. Je fais des remarques sur la maladie mentale, mais de ce que j'ai cru comprendre, l'écriture de celle-ci est super bien foutue. Je peux pas dire parce que je suis pas concernée, mais j'ai vu pas mal de retours positifs sur l'écriture de Mutsumi et sur celle de Uika de la part de concernés. Et je crois qu'il faut qu'on en parle de Uika. Là, ça va spoiler et je préfère prévenir d'avance. Je vous conseille d'aller au timecode en description pour qu'on voit la série suivante. Au fur et à mesure de la série, on explore la relation entre Uika et Sakiko. Uika, c'est une amie de longue date de Sakiko et elle est très attachée à elle. Elle la soutient quoi qu'il arrive, c'est chez elle que notre personnage principal reste quand sa situation familiale se casse de plus en plus la gueule. Bref, Uika, elle est assez intense quand il s'agit de Sakiko, mais petit à petit, cette intensité devient une véritable obsession. Dans la série, on revoit Sakiko renouer avec les membres de Cry Chick et l'éventualité que le groupe se reforme et réfléchit. Et ça, Uika, elle apprécie pas du tout. Elle a l'impression que Sakiko s'éloigne d'elle et on sent que l'impact sur sa psychologie est assez fort. Elle prend le costume de scène de Sakiko chez elle, elle a une hallucination où elle s'imagine pousser Mutsumi dans les escaliers parce qu'elle sent que Mutsumi lui vole Sakiko. Bref, c'est le bordel la psyché d'Uika. Les choses finissent par s'arranger, sauf qu'on finit par apprendre quelque chose vers la fin de l'animé. Uika est la tante de Sakiko, née d'une relation illégitime. Et autant dire que cette annonce, elle a clairement pas plu aux fans qui shippaient Uika et Sakiko et qui ont eu l'impression de se prendre du queerbaiting. En soi, je peux comprendre l'impression. La première partie de l'animé est concentrée sur Mutsumi et le lien grandissant entre Sakiko et Uika paraît plus ou moins sain au début. Et clairement, je pensais que ça allait me bloquer de fou de voir ce genre d'éléments d'écriture, mais étonnamment, non. L'animé, il éclaire très vite. Les relations entre les personnages sont cheloues, très malsaines, et même si on a l'impression qu'il pourrait se passer quelque chose entre Uika et Sakiko, on réalise bien vite que c'est plus le côté obsessionnel de Uika qui ressort et que Sakiko a pas du tout ce genre d'affection pour Uika. Et c'est ça qui est intéressant dans leur relation et qui donne envie de voir la suite. On a envie de savoir si Uika va plonger de plus en plus profondément dans son obsession et qu'il sera impossible de la repêcher, ou si elle va apprendre que son existence ne se résume pas qu'à être la poupée de Sakiko et qu'elle peut être sa propre personne. Ça donne envie d'en voir plus parce que tous les épisodes c'est clairement trop court. Même sur Ave Mujica, on sent que certains personnages sont un peu moins développés que d'autres et que leur développement arrive un peu de nulle part. Je parle de toi, Umiri. À voir ce que la suite nous réserve, mais en attendant la suite, on part sur les animés de l'été avec la deuxième saison de Dan Da Dan. Je pense que je surprends personne en disant que c'était une très bonne saison et que j'ai passé un super moment dessus. La deuxième saison prolonge les idées de la première, avec ce côté chelou et barré qui va très bien avec l'ambiance, mais aussi ses graphismes colorés et ce jeu sur les différents contrastes qu'on a que dans l'animé et qui donne un plus à l'adaptation. La relation entre Momo et Okarun est toujours plaisante à suivre. Il reste ces ados timides qui n'arrivent pas trop à admettre ce qu'ils ressentent. C'est assez marrant parce que d'habitude j'ai du mal avec les animés où la romance met 10 ans à s'installer, mais là ça passe parce que c'est assez charmant à voir, mais aussi parce qu'on n'a jamais le temps de s'ennuyer. Malheureusement, les défauts n'ont pas disparu pour autant et j'ai toujours l'impression que les personnages qui gravitent autour de Momo et Okarun existent que pour être des rivaux amoureux avant d'obtenir un développement de personnages pour les rendre plus profonds. La fin de la saison aide pas à penser le contraire. Le fanservice inutile aussi, ça n'a pas disparu et clairement l'épisode avec Momo en maid, on s'en serait passé. Bref, j'ai pas grand chose de plus à rajouter par rapport à ce qui a été dit, à part sur un détail. Les fans de Otonoke, vous êtes chiants. Pour ceux qui l'ont pas, Otonoke, c'est le premier opening de Dan Da Dan. Un excellent opening entre la musique et l'animation qui marchent vraiment bien ensemble. Clairement, le meilleur opening de l'année 2025, tout animé confondu. Sauf que forcément, quand on passe d'une saison à l'autre dans l'animé, on change les thèmes des génériques, de début comme de fin. C'est là qu'on a eu On the Way de Aina's The End, un opening très sympa et très efficace lui aussi. Malgré tout, je pense que je préfère Otonoke. Cependant, je pense pas que je suis aussi insupportable que les fans de cet opening qui passaient leur temps à dire l'OP1, il est mieux sur toutes les vidéos concernant On the Way. Vraiment, je pouvais pas ouvrir les commentaires TikTok d'une vidéo sans voir ça. Genre, ouais, ça va, on a compris, vous préférez le précédent. Sauf que, en fait, l'artiste de l'actuel, elle s'en bat un peu la race de votre avis sur sa chanson. Vraiment, c'est pas un commentaire pertinent. C'est même pas un compliment envers Creepy Nuts, en fait.
Bref, j'arrête de râler et je passe à une autre saison 2, celle de Kaijo numéro 8. Très sympa de retrouver Kafka et les personnages des forces de défense anti-Kaijo. La deuxième saison était plutôt cool à suivre. Je dois avouer que ça fait bizarre de voir tout le monde séparé chacun de son côté, mais au final, j'ai l'impression qu'on passe plus de temps à écrire et développer les personnages. Que ce soit du côté de Reno et Yaru ou du côté de Kafka et Kikoru, c'était très sympa à suivre et à voir comment ils grandissent chacun de leur côté. On a aussi quelques nouveaux personnages qui débarquent et le plus important d'entre eux, c'est Narumi. Perso, je l'aime bien et il est aussi fun que badass, mais je sais pas s'il m'a autant marqué que la plupart des fans chez qui il est l'un des favoris. C'est une saison qui laisse pas trop le temps de souffler non plus. J'ai l'impression que ça se bat constamment et en vrai le petit OAV sur le jour de congé de Oshina, sorti quelques mois plus tôt, fait du bien pour voir nos personnages préférés un peu souffler. Je sais qu'il y a un débat sur un des derniers plans de la saison, parce que beaucoup trouvent que le Kafka de l'animé ressemble pas du tout à celui du manga sur un plan en particulier. Je sais que l'animation a pas mal été critiquée par rapport au style du manga, et je vais être franc, c'est pas le plan le plus adéquat pour parler de l'animation qui serait pas dingue. Je sais pas, je trouve que dans la version manga, il est laid de fou. On dirait pas que c'est un adulte de 30 piges qui a été marqué par les affrontements, et j'ai vraiment du mal à trouver que son design rend bien. Je comprends que la première impression de Narumi était pas la meilleure pour beaucoup de fans quand ils ont vu son premier passage en animation, mais la version manga, c'est pas non plus un chef-d'œuvre en termes de dessin, je suis désolée de le dire, même s'il y a des choses qui sont vraiment très jolies. Bref, très hâte de voir la suite malgré tout, je sens que l'action va pas trop donner le temps de souffler, mais qu'on va passer un excellent moment. Il est temps de quitter un peu les gros shonen pour parler d'une petite série plutôt chill, City. En gros, City, j'ai du mal à expliquer de quoi ça parle. On est sur de la tranche de vie de Nagumo, une fille qui veut tout le temps échapper au paiement du loyer et qui entraîne toujours ses deux amis dans plein d'aventures quotidiennes totalement barrées. C'est beaucoup d'humour très absurde, très barré, le genre à te faire dire what the fuck, mais qui marche toujours. C'est un peu similaire à Nishijo en termes d'humour, et c'est pas pour rien que je fais cette comparaison parce que c'est le même auteur. Mais même si j'ai passé un excellent moment devant les tranches de vie absurdes de City, j'ai trouvé moins drôle que Nishijo. J'ai l'impression d'avoir vu une version mieux animée que Nishijo, mais avec des blagues moins marquantes. Je sais pas ce que pourraient en penser des gens qui n'ont jamais vu Nishijo, mais qui commencent par City. Un peu dommage, mais d'un autre côté, je pense que ça reste une série drôle et sympa. Et vu ce que j'ai regardé en suivant, devoir faire des pauses pour regarder une série drôle et sympa, ça fait du bien parce que juste après, j'ai regardé Takopi's Original Sin. Ça parle de quoi cet animé exactement ? En gros, on suit l'histoire d'un petit alien nommé Takopi qui débarque sur Terre pour répandre la joie et la bonne humeur. Il rencontre une petite fille qui s'appelle Shizuka et essaye de la rendre heureuse, sauf que ça se passe absolument pas comme il l'aurait voulu. Et je vais rester vague sur ce résumé, mais je préfère le dire d'avance. C'est sombre de fou. Vraiment, si Shizuka elle est pas heureuse, c'est pas pour rien. Et chaque tentative de donner du bonheur à la petite fille se solde par des échecs affreux. Ajoutons à ça les vécus de Marina et Naoki, les deux autres personnages principaux qui sont clairement pas plus joyeux. J'avais lu le manga de base que je trouvais assez lourd mentalement, mais clairement l'animé a su super bien adapter. On ressent toute la lourdeur de leur vie respective à ces enfants et qui, même s'ils ont l'air de bourreaux à première vue, sont clairement les victimes de la négligence des adultes de leur vie. Chacun des adultes se sont violents à leur manière et ça a un impact sur les vies des enfants autour d'eux. L'écriture est super intéressante entre les adultes bourreaux et les enfants victimes qui deviennent bourreaux à leur tour, notamment avec le personnage du grand frère de Naoki. C'est un ado, pas tout à fait un enfant victime et pas tout à fait un adulte bourreau. Il représente une sorte de milieu entre les deux et je vais pas en dire beaucoup plus sur le scénario parce que j'ai envie de vous laisser découvrir une œuvre aussi intense que déchirante. Ce que je peux dire de plus, c'est que graphiquement, c'est aussi très réussi. Il y a pas mal d'effets de mise en scène qui mettent bien en avant les angoisses des personnages principaux et qui subliment l'histoire racontée. Franchement, si vous avez le cœur bien accroché, foncez. C'est assez court en plus. Juste 6 épisodes. Et quitte à regarder des animés angoissants, autant continuer sur The Summer Hikaru Died. Ça a été la grosse découverte de cet été pour beaucoup de gens, mais je me dis que ça peut être la découverte d'autres personnes qui sont passées à côté. Donc autant faire un petit rappel de l'histoire. Dans cet animé, on suit Yoshiki et Hikaru, deux ados qui vivent dans un petit village de campagne. Le truc, c'est que Hikaru a disparu pendant quelques jours, 6 mois plus tôt. Et depuis, Yoshiki est certain que son ami a été remplacé par quelque chose qui a pris son apparence. Surtout que tout ça coïncide avec l'apparition de phénomènes étranges qui seraient liés à la disparition de Hikaru. Et c'est une excellente découverte. La relation entre Yoshiki et Hikaru est hyper intéressante. Il y a surtout cette tourmente interne liée au dilemme de Yoshiki qui a jamais réussi à faire son deuil et qui se demande s'il doit laisser partir cet être qui ressemble tant à celui qu'il a aimé, mais qui n'est pas cet être en question. Sans parler du nouveau Hikaru qui apprend à comprendre les liens sociaux et les relations entre les humains. Leur relation est clairement complexe. Chacun apprend à en comprendre comment interagir avec les autres, surtout avec tout ce que ça implique et l'impact que ça a sur leur village. L'horreur marche bien aussi. On craint pour les personnages qui restent des gens assez normaux et qui se retrouvent face à des choses totalement paranormales et qui doivent apprendre à y faire face. Graphiquement, c'est efficace et j'adore comment les distorsions du corps de Hikaru sont faites et je suis pas le seul. J'ai vu des tas d'artistes qui s'amusaient à faire des trucs sublimes avec ce qu'ils avaient et clairement, c'est un des rares animés que j'ai vu cette année où j'ai adoré fouiller les fanarts pour voir ce que les artistes pouvaient faire avec toute leur imagination.
Bref, c'est un excellent univers que je vous recommande à tous, mais pour être franc, je pense que je vais le continuer en manga. J'ai commencé la lecture du manga peu de temps avant la sortie en animé et j'ai l'impression que tout ce dont je vous parle marche beaucoup mieux en version papier. Sans doute parce que je savais déjà ce qui se passait en regardant l'animé, mais j'ai trouvé l'horreur beaucoup moins marquante que dans l'histoire de base, comme si les distorsions du corps marchaient moins bien. Je suis assez curieux d'avoir l'avis de quelqu'un qui a vu l'animé sans lire le manga. Après, il y a peut-être moyen que je jette un œil à l'animé parce que, en vrai, je sens que j'aurai plein de moments où je comprendrai pas du tout le lore. Et du coup, je serais pas contre une petite piqûre de rappel si je suis paumé. Et on termine l'été sur une de mes licences préférées, Love Live, avec l'OAV, Love Live Nijigasaki, Next Sky. Love Live Nijigasaki, ça a toujours été ma préférée des générations de Love Live, et comme des films sont en train de sortir pour conclure la version animée, je me suis dit que j'allais jeter un petit coup d'œil. Mais j'ai aussi remarqué que j'avais jamais vu cette OAV qui se déroule juste avant les films. Un petit OAV sympa, mais contrairement à d'habitude où je fais des vidéos sur tout ce qui sort concernant Love Live, là je trouvais qu'il y avait trop peu de contenu pour y consacrer une vidéo entière. J'ai bien aimé voir ce petit développement de Shioriko qu'on nous a donné, mais à part ça, l'OAV m'a pas marqué. Il était sympa et j'étais content de voir du Nijigasaki, mais c'était pas marquant. Je suppose que les fans absolus de Shioriko ont apprécié, mais pour les autres fans, il va falloir attendre les films. Après ça, on attaque les animés d'automne. Ils sont peu, mais ils n'en restent pas moins bons. Et on commence avec la 3e saison de Spy Family. C'est toujours un petit plaisir de retrouver la petite famille. Ça, c'est sûr et certain. Il y a toujours quelque chose de très doux de revoir les Forgers et voir comment ils considèrent leurs relations sociales et la fausse famille qu'ils forment. L'humour sur les malentendus marche toujours, notamment le passage où Yor pense qu'elle doit faire semblant de se plaindre de son couple pour qu'il paraisse crédible. Ça marche bien et surtout la communication qu'elle et Lloyd ont ensemble après ça est vraiment très touchante. On sent de plus en plus qu'ils se considèrent comme une vraie famille et c'est vraiment adorable à voir. J'ai aussi pas mal été surpris par la saison parce que l'un des reproches qui est souvent fait à Spy Family, c'est que selon les fans qui veulent de l'action, il se passe rien. Et là, cette saison, elle est pleine de trucs. Entre le passé de Lloyd, la rencontre avec la mère de Damian, la prise d'otage dans le bus et la top, on n'a pas le temps de souffler. Et c'est assez surprenant sur le coup de voir autant de choses. J'avoue que j'aurais aimé que ça dure un peu plus longtemps. Ces événements durent que 2-3 épisodes et auraient mérité qu'on prenne plus de temps pour en parler. En tout cas, c'était bien cool. Et j'ai déjà hâte de la saison prochaine. En parlant de nouvelle saison, on a eu droit à la dernière saison de My Hero Academia. On va pas se mentir, ça fait bizarre de dire au revoir à une œuvre pareille. C'était quand même une sacrée dinguerie comme manga et se dire que c'est la dernière saison, ça fait quelque chose. Je sais pas trop quoi en penser. Comme je l'avais dit sur ma review de la saison 7, Bakugo est pas mort parce qu'ils auraient jamais eu les couilles de le tuer et ça me tend vraiment. Je sais pas, je comprends que ce soit un shonen et que c'est compliqué de faire un choix pareil, mais ça me saoule de voir des animés qui font monter les enjeux de manière intense avec la mort d'un personnage pour qu'au final ce soit du vent. Vraiment, si vous faites le choix de tuer vos persos, restez fidèles à ce choix, histoire que vos fans n'aient pas l'impression que vous vous foutez de leur gueule. Au-delà de ça, je sais pas quoi penser de la fin. Je suppose que j'aime bien le fait que ce soit pas une giga happy end pour tout le monde et que Izuku ait pas réussi à sauver Shigaraki. Je sais que beaucoup de gens ont détesté la fin. Perso, j'ai trouvé moyenne pour plein de raisons. Genre, Rei qui s'occupe de son mari handicapé, faut aller se faire foutre. Et en même temps, je vois pas comment elle aurait pu être parfaite. Bref, ça fait bizarre de dire adieu à cet univers, même si on a le spin-off à côté. Il nous reste une autre suite à voir dans la liste et c'est la deuxième partie du remake de Ranma 1/2. C'est marrant, mais je me suis rendu compte pendant l'écriture de la vidéo que plusieurs des arguments que j'ai utilisés pour ma review de Dan Dadan, je peux les utiliser pour celle de Ranma 1/2. La relation entre les deux protagonistes est super cool à voir. Ils arrivent à être assez attachants dans leur relation de je t'aime moi non plus. Et c'est marrant parce que de base, le slow burn avec des relations qui mettent 10 ans à s'installer, ça me saoule pas mal. Mais au final, là, l'écriture, elle marche super bien. Et en fait, cette comparaison que j'ai fait avec Dan Dadan, elle n'est pas si inappropriée parce que on a un personnage qui change de caractère et de pouvoir avec de l'eau froide ou de l'eau chaude dans Dan Dadan, de la même manière que Ranma change de genre. Et au final, je reproche un peu les mêmes trucs qu'à Dan Dadan dans le sens où l'introduction de nouveaux personnages qui servent juste à être des love interests, c'est un peu chiant. Ok, j'ai fini par trouver Shanpu choupi, mais au moment où on a eu Okiyo, je me suis dit ouais, je vois dans quoi ça part en fait. Sans parler de l'introduction du personnage du vieux maître pervers qui fait grincer des dents plus qu'il fait souffler du nez. Bref, j'ai un peu moins aimé cette deuxième saison par rapport à la première, mais ça reste toujours un animé très sympa à suivre et je suis content d'avoir pris le temps de la découverte. J'espère juste que ça va se renouveler un peu parce que je sens que ça va vite me lasser. Et on va partir sur le dernier animé de l'année avec Demon Slayer et le premier film de la forteresse de l'infini. Hyper content d'avoir pu le voir au cinéma, surtout que j'avais pas vu le train de l'infini à sa sortie. Je dis rien de spécialement nouveau en disant ces mots, mais c'est toujours aussi sublime. Je sais que beaucoup de gens se sont plaints qu'on termine la saga Demon Slayer avec des films qui sortiraient tous les 3 ans, mais perso je m'en fiche. Je me dis que si les réalisateurs mettent du temps pour sortir de l'animation sublime, ça me va très bien. J'avoue que le découpage était pas forcément le meilleur par contre. Le combat de Shinobu,
Parfait, rien à redire. Le combat contre Akaza, tout aussi parfait, j'ai eu l'impression que ça mettait un peu de temps à arriver, parce que le film s'appelle quand même Le Retour d'Akaza, et qu'on passe 1 heure sans le voir. J'avais entendu parler de son passé, et j'ai cru que ça allait être encore un coup du on essaie de rendre sa mort apitoyante, comme ils font souvent dans Demon Slayer, mais en vrai ça va, j'ai trouvé ça quand même émouvant, et c'était doux à voir. Je crois que mon plus gros reproche, c'est sans doute le combat de Zenitsu. Autant j'ai bien aimé qu'on n'essaie pas de le rendre gentil son adversaire, autant j'ai trouvé vraiment trop court, et je pense qu'on aurait mérité qu'on se penche un peu plus longtemps dessus, parce qu'il était quand même cool. Je crois que j'ai fait le tour de tous les animés que j'ai vus cette année. J'ai l'impression que ça fait beaucoup, et pourtant j'ai pas tant regardé de nouvelles choses que ça. On avait beaucoup de One Piece et de suite. L'année 2026 commence bien en termes d'animé. Du peu que j'ai vu au moment où j'écris ces lignes, c'est vraiment pas mal. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. C'était assez gros pour moi que de montrer mon visage pour la première fois ici. Je sais pas si je ferai ça à chacune de mes vidéos, mais j'aime bien l'idée d'incorporer de nouvelles choses à chaque fois. N'hésitez pas à me faire vos retours sur cette nouvelle forme et cette tentative de nouveauté. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mes réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne. J'ai une vague idée de ce que sera la prochaine review, assure. Ce sera pas de l'animé par contre. À tout bientôt pour une prochaine vidéo. Channel 登録お願いします。